بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons consacrer cette séance à l'examen et à l'étude d'une problématique qui est très importante, savoir la relation contractuelle ou la place du contrat dans le traitement des difficultés des entreprises. Est-ce que le contrat maintient son terrain et son positionnement tel qu'il est décrit dans le Dahir des obligations et contrats? Est-ce qu'on peut parler d'une crise du contrat? Est-ce qu'on peut parler de l'émission de juge dans, bien sûr, l'application, l'interprétation, la cession et la mise en œuvre du contrat, ou des fois modifier les règles contractuelles? En se référant aux normes contractuelles, aux règles, bien sûr, d'ordre général, contracter ou le droit de contracter n'est que la faculté de choisir les moyens de son bonheur. C'est pour cela que le contrat, selon les anciennes écoles, c'est l'instrument de la liberté contractuelle. C'est, bien sûr, à l'initiative individuelle, le contrat, comme dit l'adage, c'est la loi des parties, avec la réserve de respecter les normes juridiques, parce que les règles, selon les dispositions de l'article 230, les règles contractuelles valablement formées, je dis bien valablement formées, tiennent lieu de la loi à ceux qui l'ont faite. Ceci veut dire que la volonté ne peut faire ni défaire que dans le cadre de la sphère protégée par la loi. Aussi, le contrat est un instrument d'échange de richesses. C'est pour cela que les parties, ils ont le droit de choisir avec qui contracter. L'entreprise, elle a le droit de choisir ses fournisseurs. Les contractants, ils ont le droit de mettre les règles qui protègent leurs intérêts au moment de la formation du contrat, de se mettre d'accord sur la façon et les moyens de la mise en œuvre de cette volonté à travers l'exécution du contrat, et même de se mettre d'accord sur les modes de rupture de leur contrat à travers la résiliation ou la résolution en cas de disparition d'objet. Donc, avec ces conditions, le contrat connaît une force obligatoire. Le contrat n'engage que les parties et ne profite que parties, avec les exceptions qu'on connaît tous, la stipulation pour autrui et la promesse ou l'engagement de porte-fort. Donc le contrat est donc un moyen nécessaire pour organiser la vie des affaires. Pourquoi? Parce que à travers le contrat, on peut créer des obligations, modifier des obligations, éteindre des obligations et pourquoi pas transmettre des obligations. Donc toutes les obligations de faire, de ne pas faire et de donner nécessitent la mise en œuvre d'un contrat pour qu'il soit obligatoire. Alors, le DOC consacre le principe de l'autonomie de la volonté. Ça, c'est la règle générale. Et cette souveraineté de la liberté ne peut faire objet d'exception que si la loi le stipule expressément. Parce que l'équilibre contractuel et la protection des intérêts des parties est dicté par l'article 231 et 230 et 231 qui rajoutent une petite cerise sur le gâteau, à savoir l'exécution des obligations de bonne foi.
Mais il y a de nombreuses atteintes à cette liberté contractuelle et à cette autonomie de contrat, à cette force obligatoire de contrat, mais souvent c'est pour satisfaire l'intérêt général. Différentes lois limitent cette liberté contractuelle. On trouve dans les contrats d'adhésion, on trouve dans les contrats, dans la loi qui protège le consommateur contre des règles abusives. Donc, la loi, il intervient pour limiter cette liberté contractuelle, la loi sur la liberté, la concurrence et la liberté des prix, la loi qui régit les relations entre propriétaires et locataires, c'est la même chose. Donc, ces lois, elles interviennent pour protéger l'intérêt général. C'est pour cela que le législateur, à chaque fois qu'il veut imposer des règles, soit il les qualifie de règles impératives, soit il leur attribue le caractère de l'ordre public pour que le juge, bien sûr, doit les soulever d'office. Alors, la liberté contractuelle est un principe issu du droit commun. C'est une règle. Mais la question qui se pose, quelle est la limite de cette liberté contractuelle lorsqu'il s'agit de l'entreprise en difficulté? Déjà, en se référant à la loi 73-17, qui a abrogé le livre 5, il a remplacé. Cette loi maintient toujours les mêmes objectifs. Le maintien de l'activité, le paiement, le désintéressement des créanciers, plutôt le maintien de l'emploi, le paiement et le désintéressement des créanciers. Il y a des auteurs qui disent que ces objectifs sont hiérarchisés. Ça veut dire que le désintéressement et le paiement des créanciers arrivent en troisième plan. L'objectif de cette loi, c'est de faire la distinction entre le sort de l'homme et de l'entreprise. Le sort de l'homme et de l'entreprise. Et de faire la distinction entre un chef d'entreprise qui est de bonne foi et de mauvaise foi. La nature même de ces règles, c'est des règles qui ont un caractère juridique, mais à vocation économique. L'objectif de ces règles est un objectif plutôt économique que juridique. Pourquoi? Parce que la loi sur le traitement des difficultés des entreprises nous a instauré un ordre public économique. Un ordre public économique, c'est pour cela qu'on remarque qu'il y a toujours l'intervention du ministère public. Le ministère public, il peut demander l'ouverture de la procédure et le ministère public est très présent dans la loi 73-17 en matière des voies de recours. Donc, il a un rôle prépondérant à jouer dans le traitement des difficultés des entreprises parce que ces règles protègent un intérêt économique. Alors, voyons maintenant aux exceptions. Quel est le sort du contrat? En commençant par l'article 588 de la loi 73-17. Pendant la période de la continuité de l'exploitation, cette période, c'est la période de préparation de la solution, ou comme elle est appelée en droit français, la période d'observation. Selon cet article dispose que le syndic a seul la faculté d'exiger la continuité des contrats en cours. Bien sûr, les contrats en cours sont les contrats qui ne sont pas dans la durée et la date n'est pas achevée à la date d'ouverture de la procédure de redressement. Donc, il a seul la faculté d'exiger la continuité des contrats en cours. Là, ce n'est pas les parties qui choisissent la continuité du contrat. C'est le syndic qui a seul. Je peux parler là, entre guillemets, d'un mandat légal. Il est mandaté par la loi de choisir la continuité des contrats en cours
mais avec la condition que ces contrats doivent être indispensables à la continuité de l'exploitation. Et c'est pas fini, c'est que selon cet article, le contractant doit maintenir la relation contractuelle nonobstant abstraction faite, est-ce que l'entreprise a honoré ses obligations ou il n'a pas honoré ses obligations. Là encore, on se pose la question. Les parties contractuelles dans le dahir des obligations contrat, ils ont en quelque sorte ce qu'on appelle la justice privée. Et on consacrera une séance à cette justice privée. Lorsqu'on parle de la justice privée, on parle de l'exception d'une exécution, on parle de la compensation, on parle de droit de rétention. Et parmi les moyens de se défendre, c'est l'exception d'une exécution. Là, la loi 73-17 a écarté cette exception d'une exécution et il impose, bien sûr, au contractant de maintenir la relation contractuelle parce que c'est le syndic qui a choisi et, en même temps, bien sûr, qu'il ne peut pas rompre la relation contractuelle parce que l'entreprise n'a pas honoré ses obligations. Donc, on écarte l'exception d'une exécution. Et en même temps, pire que ça, que ce texte écarte la sanction d'une exécution. Parce qu'il écarte toute résiliation du contrat pour le simple motif de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Donc on remarque aussi que là, on a bouleversé les règles contractuelles qui sont, bien sûr, instaurées par l'Odahir des obligations et contrats. Donc là, le premier point. Le deuxième point concerne, bien sûr, il y a une exception par rapport, le législateur a fait une exception dans le cadre de l'article 588. L'exception concerne le contrat de bail et les contrats de travail qui sont soumis à un traitement spécial. Le deuxième cas concerne la cession légale des contrats. Comme vous savez, le contrat n'engage que les parties et ne profite que parties. Mais dans le cadre d'un plan de cession, le tribunal choisit les contrats en cours et que le jugement qui adopte la solution de cession, il emporte la cession du contrat. C'est exactement l'article 500, c'est exactement l'article 638 de la loi 73-17. C'est la cession forcée du contrat. Donc il y a l'inefficacité des clauses résolutoires. Il y a l'obligation de maintenir la relation contractuelle avec une autre personne, un cessionnaire qui est obligatoirement une tierce personne. Et aucune indivisibilité n'est autorisée, n'est admise et ne peut résulter du simple fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Donc le contractant doit maintenir la relation contractuelle avec une autre personne, avec une autre partie. Là, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on a déjà des cas similaires. On a déjà des antécédents par rapport à d'autres textes de loi, et ce qui va nous pousser à se poser la question, est-ce que le régime et la nature du contrat a changé? Est-ce que la vocation économique du contrat a écarté la notion juridique pour donner une nouvelle mission au contrat? Dans le cadre de la cession du fonds de commerce, le droit au bail est cédé avec le fonds de commerce.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre de l'article 19 du Code du travail, les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur qui devient solidaire dans les limites de la loi de l'article 19 avec l'ancien employeur. On confirme cette idée à travers imposer la continuité des contrats en cours, imposer la cession des contrats. Ceci nous amène à se poser la question, est-ce que est-ce que le lien contractuel tient toujours place? Bien sûr, là, la notion du contrat a changé avec la loi sur le traitement des difficultés des entreprises. La loi 73-17 adopte la notion du contrat comme un bien de l'entreprise. C'est ce que je peux appeler le contrat indispensable à la continuité de l'exploitation. Tant que le contrat est indispensable à la continuité de l'exploitation, bien sûr, on écarte toutes les règles contractuelles qui risquent d'empiéter cette continuité et d'entraver cette continuité de l'exploitation. Le contrat est devenu un bien de l'entreprise. Tant qu'il est indispensable, on va le maintenir. C'est pour cela que il est très important, chaque fois qu'on veut interpréter une règle ou un texte de loi, de la loi 73-17, il faut toujours l'interpréter à la lumière des objectifs de la loi, à savoir le maintien de l'activité, l'emploi, maintien de l'emploi et le désintéressement des créanciers. Un troisième aspect concerne la nullité pendant la période suspecte, l'article 712, l'article 713. Imaginez que cette période suspecte, on peut remonter jusqu'à 18 mois, pour annuler des contrats, bien sûr, qui sont aléatoires. À titre gratuit, ils sont nuls. À titre onéreux, plutôt, ils peuvent être annulés. La question qui se pose, mais pourquoi? Le législateur nous a répondu dans l'article 718. L'article 718 dispose que la vocation et que l'objectif de la période suspecte, c'est la reconstitution de l'actif de l'entreprise. On veut reconstituer l'actif de l'entreprise et on peut annuler des contrats lorsqu'ils sont, bien sûr, à titre onéreux. Mais la question qui se pose, est-ce que l'annulation comme sanction du contrat emporte les mêmes effets qu'on connaît au niveau de des obligations contrat? Là, la question est légitime. Pourquoi elle est légitime? Parce que lorsqu'on annule, on cherche bien sûr à remettre les contractants à l'état, alors état ancien, alors état primitif au moment de la signature du contrat. Ça veut dire, je n'admirais jamais dans le cadre de DOC d'annuler un contrat, mais que cette annulation ne produit pas les mêmes effets ou l'effet de l'annulation. C'est des choses qu'on trouve au niveau de la loi 73-17. Selon cette loi, on annule le contrat. Et l'entreprise, dans le cadre de l'article 718, récupère le bien. Mais est-ce qu'il va remettre les fonds, l'argent, le prix, la cause du contrat? Est-ce qu'il va remettre le prix au contractant ou au co-contractant? La réponse est non. Parce que la nullité ne produit pas les mêmes effets. Donc l'entreprise récupère le bien. Et le contractant ne peut que déclarer le prix dans le cadre du passif de l'entreprise.
Par rapport au contrat continué, on adopte bien sûr la possibilité d'annuler les contrats commutatifs déséquilibrés. Ça, c'est un point qui est très important. Donc, on annule les contrats qui sont déséquilibrés. Donc, le pouvoir discrétionnaire ici, c'est un pouvoir discrétionnaire du tribunal. Mais il y a aussi le maintien des contrats. Lorsqu'ils sont maintenus, ils sont maintenus avec les conditions initiales. Et lorsqu'on maintient ce contrat, on maintient les poursuites individuelles. Et avec le maintien des contrats dans le cadre de plan de continuation, on adopte un retour tempéré au droit commun dans le plan de continuation. Donc, en grosso modo, on peut dire qu'avec la loi 73-17, on est arrivé à la patrimonialisation du contrat et à la protection de l'intérêt de l'entreprise qui prime avant l'intérêt particulier des contractants. Et avec l'immixtion de juges dans le contrat, avec l'extension des règles de l'ordre public. Je vous remercie.